Toutes les semaines, les chaînes de télé enchaînent littéralement les reportages sur les victimes de scams, que ce soit sur MaPrimeRénov ou les faux messages de livraison. Ces arnaques sont aujourd'hui devenues de plus en plus communes. Et on en parlait d'ailleurs récemment dans l'un de nos récaps de l'actu, en reprenant le cas de Anne, qui n'était d'ailleurs clairement pas un cas isolé. Traditionnellement, on a quand même une vision assez simpliste de cette question avec, d'un côté, une victime se faisant voler de l'argent, et de l'autre côté, un bourreau prêt à tout pour lui en voler. Pourtant, un podcast de France Culture vient de complètement changer cette vision et de remettre à terre ce qu'on avait l'impression de connaître en annonçant que, parfois, les victimes sont des deux côtés de l'écran. Et c'est donc le premier sujet que nous avons décidé de mettre à l'honneur aujourd'hui dans le récap de l'actualité cyber de cette semaine. Si vous ne deviez partager qu'un seul podcast ou qu'un seul reportage cette semaine, ça serait celui de France Culture, car ils viennent de dévoiler plus d'1 an d'enquête et d'infiltration au cœur d'un énorme réseau cyber. Ce reportage, c'est la preuve qu'aujourd'hui les arnaques que nous recevons font partie d'un organisme bien plus important, avec des activités bien plus larges que prévu que juste la cybercriminalité, souvent inclus aussi dans des réseaux de trafic d'armes et de drogue. L'enquête vient donc de mettre en lumière que le schéma victime-bourreau est complètement à revoir, car même de l'autre côté de l'écran, il s'agit de victimes enrôlées de force dans ces activités. Passage à tabac, torture, disparition, enlèvement, trafic d'êtres humains, tout est bon pour forcer les escrocs à vous voler toujours plus d'argent sans qu'ils aient la possibilité de s'en sortir. Bien cachés à la vue de tous mais à l'abri dans un flou politique et sous couvert de tensions historiques, les véritables escrocs sont quasiment inarrêtables, les pays étant même obligés de faire appel à des négociateurs privés ou des ONG pour faire sortir leurs ressortissants de cet enfer. Face à tout cela, une question se pose, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Eh bien pour le président du 17 Cyber, anciennement Cyber Malveillance, la question ne se pose même pas. Il faut porter plainte pour mettre en lumière ces arnaques et donner des moyens aux enquêteurs. Alors si vous êtes victime d'arnaque, n'oubliez pas que vous n'êtes peut-être pas la seule victime dans cette histoire et que porter plainte peut aussi aider de l'autre côté de l'écran. Si vous suivez un peu l'actualité, vous êtes probablement déjà au courant qu'aux États-Unis, une grande purge des fonctionnaires est en cours. Et tous les organismes semblent y passer, même le CISA, l'organisme en charge de la cybersécurité aux États-Unis, avec plus de 300 ou 400 licenciements, dont majoritairement des non-renouvellements de contrats, mais sur un effectif de 3000 personnes, ça fait déjà du beau monde. Et en plus de ces licenciements, ce sont des véritables coupes budgétaires qui sont en cours, notamment vers les services de contrôle des posts sur les réseaux sociaux et de la diffusion des fake news, accusés par Trump d'avoir la main un petit peu trop lourde et de n'être qu'un mécanisme de censure de la gauche. Sur le long terme, je ne suis vraiment pas certain que cette décision soit bénéfique pour les États-Unis, avis d'ailleurs partagé par d'autres experts dans le domaine, mais ce qui me fait le plus peur, c'est plutôt que ça donne des idées à notre gouvernement, déjà bien parti pour raboter tous les budgets dans les services publics. C'est bientôt la fin du trimestre et je vous propose de créer une nouvelle rubrique pour l'occasion, un point sur toutes les actualités que nous avons précédemment partagées pour voir un peu l'avancée de ces sujets. Tout d'abord, il y a quelques mois, est-ce que vous vous souvenez de l'arrestation en France de Pavel Durov, le fondateur de Telegram, étant tenu responsable de la non-transparence du réseau social dans la lutte contre la criminalité? Et bien quelques temps après, Pavel Durov avait annoncé que finalement Telegram partagerait des informations au gouvernement, effectuant un joli retournement de veste, mais c'est, je suppose, ce qui lui a permis de négocier son retour à la maison à Dubaï pendant, je cite, quelques semaines. Toujours en parlant de messagerie et plus particulièrement de chiffrement de bout en bout, le sujet des backdoors est toujours ultra chaud. En France, la proposition de Bruno Retailleau pour son Fantôme a été refusée par le Sénat, faisant même une proposition inverse visant à lutter contre toute forme d'affaiblissement du chiffrement. Si le texte n'a clairement pas fini son parcours législatif, la balle est maintenant dans le camp des députés, qui sont d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo en train de débattre sur le sujet. Coucou, c'est Valentin du montage, juste pour vous dire que l'article 8 a été définitivement rejeté par l'Assemblée nationale. On peut reprendre la vidéo. Et pour clôturer ce chapitre sur les messageries, et contrairement à ce qui tourne en ce moment sur LinkedIn, j'aimerais rappeler que Signal n'a jamais coopéré avec aucun gouvernement, pour la simple et bonne raison qu'ils en sont incapables, comme c'est très bien expliqué sur leur site. Et finalement, pour faire écho au dernier récap de l'actu cyber que nous avons publié la semaine dernière, en ce qui concerne la protection des enfants, l'Assemblée nationale vient de lancer une grande enquête sur TikTok pour estimer l'impact psychologique qu'a le réseau social sur les enfants et les adolescents, impact qui risque d'être
assez désastreux. Allez, pour finir la semaine, j'aimerais juste vous parler rapidement de cette attaque qui vise les utilisateurs de PayPal pour que vous soyez au courant. Comme beaucoup d'attaques en ce moment, tout commence par la réception d'un email, cette fois-ci en provenance de PayPal, vous annonçant qu'une adresse d'expédition a été modifiée et que vous devez de toute urgence rappeler un numéro pour annuler ce changement. La nuance est que cette fois-ci, le mail provient réellement de PayPal et d'une adresse email officielle de la boîte, tout simplement car les attaquants utilisent une faille dans l'ajout d'email de cadeau permettant d'ajouter n'importe quel texte possible à la place de l'adresse email. Et en plus de cela, les attaquants utilisent une mailing list pour diffuser massivement ce mail à destination de plein d'utilisateurs, car lorsque vous ajoutez un email de cadeau sur PayPal, le propriétaire du compte, ici donc l'attaquant, va recevoir une notification. Cette notification est ensuite transférée à la mailing list, ce qui fait que c'est vous qui réceptionnez au final le mail de notification. Comme quoi, même PayPal fait des erreurs, ne pense pas toujours à vérifier les inputs des utilisateurs, même pas à vérifier qu'il s'agit d'un email correct. Voilà pour les 4 actus qu'il ne fallait pas que vous loupiez cette semaine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou en message privé. On adore vous lire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker, ça nous aide vraiment. Et nous on se retrouve dès samedi prochain, 19h, pour le prochain récap de l'actualité cyber. Salut!